It's filming. Et boum les gars, bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le seul podcast court et efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Un épisode aujourd'hui spécial pour plusieurs raisons. Vous pourrez le retrouver pour commencer à la fois sur Spotify mais également sur YouTube. Ça c'est la raison numéro un. Et la raison numéro 2, c'est que j'ai l'opportunité et le plaisir d'accueillir deux potes à moi pour cet épisode, à commencer par David Lenouvel et Julian Festor. David, je le présente rapidement si vous ne le connaissez pas, c'est le responsable de la programmation du French Rodon. Julian, si vous ne le connaissez pas, aujourd'hui je le reçois dans sa qualité d'organisateur du French Rodon et le but du podcast d'aujourd'hui, c'est de répondre à une question concrète qui est comment vous aider à déterminer dans quel caté vous devriez, parce que ça devrait être une obligation, vous devriez vous inscrire au French Redon. Et avant de répondre à cette question, je vais déjà vous dire bonjour les gars, ça va? Merci Eli. Merci. Merci pour l'intro. Bon, pour info, c'est la 5e prise. C'est la 5e prise et je vous invite vraiment à aller regarder à quoi ça ressemble le cadre sur YouTube. Et si vous avez l'impression que ça ressemble à une vidéo de sofa casting, les connoisseurs verront de quoi je parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, je voulais juste commencer par laisser du coup la parole à Julian, simplement un peu pour rappeler, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, quelle est cette compétition qu'on appelle le FTD ou le French Rodon, et essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait un petit peu son ADN et qui la rend si particulière. Ouais, merci Eli. Ouais, le French, déjà c'est sa 9e édition cette année. On aurait souhaité que ça soit la 11e, puisqu'on en a loupé deux, 2020 et 2021. Mais bon, on a la chance de pouvoir enfin revenir en 2022 et on espère que ça sera une édition sympathique, surtout que cette année, l'ensemble des profits que le French va pouvoir engranger seront directement reversés à une association qui s'appelle Aladdin et qui soutient la réalisation des rêves pour les enfants malades. Et cette asso, du coup, elle réalise plein de trucs. Si un enfant a le rêve de rencontrer une star dans le milieu du foot, elle va essayer de réaliser ça, etc. Sachant que chaque rêve coûte environ 1 000 euros. Donc nous, si on arrive à faire un profit de 10 000, 20 000 euros, c'est 10 ou 20 rêves qu'on sera capable de réaliser et peut-être qu'on pourra rendre la vie de ces enfants un petit peu plus facile dans ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc pour revenir un petit peu à l'ADN, comme disait Eli, le French, c'est un événement qui est communautaire. Nous, l'idée, c'est que en 2012, quand il y a eu la première version du French, qui s'appelait pas encore comme ça, a eu lieu et qui était en partenariat avec une grande marque d'équipement sportif, l'idée, c'est que l'événement a tellement eu du succès qu'on a souhaité le pérenniser. En tout cas, l'équipe a souhaité le pérenniser. Et donc, graduellement, étape par étape, année par année, l'idée a été d'incrémenter la qualité de l'événement et également l'expérience pour l'athlète, pour le bénévole, pour le staff et bien sûr pour les spectateurs, les partenaires, les sponsors, etc., etc. Et donc voilà un petit peu comment a évolué le French chaque année depuis 2012. Donc l'idée, ça a été d'ajouter des catégories petit à petit, de grandir, de changer de lieu. On était à l'INSEP, on est parti à Charletti, on est enfin arrivé au Vélodrome où on sera à nouveau en 2022. Et voilà, qui sait où on sera dans 3, 4, 5 ans. Donc voilà, pour présenter l'événement, le but, nous, c'est réellement réunir les gens. On souhaite réunir les gens. Avant de créer une expérience élite de compétition, le but, c'est réunir les personnes pour pouvoir partager une bière, faire un petit entraînement sur la zone d'échauffement extérieur sous la canicule, pouvoir dépenser un petit peu d'argent avec un hamburger et acheter 2-3 brassières chez Northern Spirit et simplement passer un beau moment où on peut tous se réunir. Donc la vision, même d'un point de vue athlète, c'est de réunir les athlètes qui sont un peu dans l'antichambre des Games. C'est de réunir, à l'époque où il y avait les régionaux, les athlètes qui ne se sont pas qualifiés et qui étaient à la limite de pouvoir se qualifier aux Games. Pourquoi? Parce que c'est ces personnes-là que vraiment on souhaitait voir évoluer au sein du French jusqu'à présent. Donc voilà un petit peu. Et on peut regarder dans le passé. En 2014, on a eu Sarah Sigmund-Zottir. 2015, c'était Laura Horvat. On parlait de Lucas Esslinger tout à l'heure. Willy en 2016. Et bien sûr plein d'autres athlètes, que ce soit en master, en élite, en teens, etc., ou même en équipe, qui ensuite ont pu performer à de haut niveau aux Games. On peut même penser à André Houdet qu'on salue, voilà, tous ces athlètes-là. Et voilà. Et donc l'idée en 2022, c'est d'élaborer encore là-dessus, d'ajouter des catégories. Aujourd'hui, je crois qu'on en a 13, si je ne dis pas des bêtises. David, il pourra nous en parler. Mais voilà, le but, encore une fois, c'est pérenniser cet aspect communautaire le plus possible. Donc il y a deux trucs, moi, dans ce que j'entends, c'est que déjà le French Redon, c'est une fête à part entière, dans le sens où des compétitions, c'est toujours cool lorsqu'on est athlète d'aller performer, c'est parfois sympa
lorsqu'on est spectateur, s'il y a un athlète qu'on connaît, d'aller l'encourager. Mais là, à la rigueur, même si tu connais personne, à partir du moment où tu aimes ce qu'on fait, tu te pointes, tu es dans un métaverse où ça vit que d'entraînement fonctionnel, de salle affiliée CrossFit, etc. Et donc, tu as vraiment l'opportunité de te faire un vrai kiff. Exact? Nous, je sais pas si moi j'ai eu la chance d'être avec Eli et David à Wodapalooza en 2016, et c'est vrai qu'on avait vécu une sacrée expérience, et ça avait d'ailleurs aidé beaucoup à les personnes qui nous aident dans l'organisation de l'événement à faire évoluer l'événement et à créer une super expérience en 2016 qui était l'une de nos expériences préférées, en tout cas l'une de mes préférées. Et une chose qui nous avait marqué à l'époque, c'est que quand on arrivait à Miami et quand on arrivait à côté de Wodapalooza, si vous y êtes allé, vous avez l'impression de rentrer dans un écosystème CrossFit, un écosystème dédié à la fête, au fitness, etc. Mais avec ce côté américain où tout se faisait vraiment dans la grandeur. Et donc nous, l'idée, c'est de ramener ça à une échelle un peu plus humaine, où on a peut-être moins de KT, moins de participants, peut-être moins de spectateurs aussi, mais où on a des opportunités de contact qui sont réelles, je ne sais pas comment traduire ça, qui sont véritables, où on a un vrai sentiment humain. De toute façon, je pense, David, il pourra confirmer, mais typiquement au French, moi je sais que c'est le moment où, à part quand je suis en train de bosser, parce que je suis dans mon bocal, en dehors de ça, dès que je sors, je peux pas faire 5 mètres sans croiser quelqu'un que je connais, que j'ai pas vu depuis la réunion des affiliés, ou depuis un L1, ou depuis un training. Donc en fait, c'est hyper chaleureux quand même comme ambiance. Je dis pas que c'est pas chaleureux au Wodapalooza ou les Games, mais c'est à une échelle un petit peu différente, parce que comme tu dis, il y a énormément de monde et que c'est un peu plus anonyme, quoi. Surtout aujourd'hui avec 700 box en France, même 710. Je veux dire, la dernière fois qu'on a organisé les French, il y en avait 550, il me semble. Donc aujourd'hui, il nous manque une occasion de nous réunir réellement pour un objectif commun, et ça a toujours été l'objectif du French. C'est pour ça qu'on organise aussi une réunion d'affiliés en parallèle du French, qui est beaucoup plus informel. C'est un barbecue, un petit café et puis des câlins. Mais en tout cas, voilà, ça c'est l'objectif parallèle du French, mais c'est également pour la raison pour laquelle on l'a créé en vérité. Et aussi j'essaie de mettre toujours dans les pompes de la personne qui aimerait s'inscrire, qui peut-être pas avoir des freins. Il y a quand même un truc aussi qui est cool, c'est que vu qu'on a quand même grandi de manière un peu organique, qu'on soit d'accord, c'est pas nécessairement plus dur aujourd'hui pour un mec ou une fille de se qualifier au French Rodon avec les catégories et puis peut-être ce que tu vas m'expliquer par rapport à l'organisation même de la compétition, que ce que ça pouvait être en 2012 où il y avait qu'une poignée de mecs qui s'entraînaient à l'époque en suivant la méthodologie CrossFit pour en plus vraiment qu'une poignée de places pour aller faire la compète au final. Ça dépend des KT, il y a plus ou moins de chances de se qualifier dans tel ou tel KT, parce qu'il y a beaucoup moins d'athlètes qui tentent leur chance en élite, puisque forcément c'est la catégorie élite et c'est très dur d'y aller, que dans les catégories intermédiaires scaled qui parlent à beaucoup plus de gens comme nous ici sur le canapé. Et je pense que David il pourra élaborer là-dessus. Mais si on regarde d'un point de vue global, on a entre une chance sur 3 et une chance sur 4 de se qualifier au French, avec toutes les KT qu'on a. Ce qui représente quand même quelque chose d'intéressant. Par rapport aux autres. Tu fais tout un calcul de proba. Quoi. C'est bien, l'ingénieur. Là. En général, je disais 1 sur 7. Alors, je préfère communiquer sur 1 sur 4. Ouais, c'est beaucoup moins qu'une sur 7. C'est surtout que, tu l'avais dit tout à l'heure là, dans notre première tentative, mais c'est surtout qu'à une époque, en 2012, il n'y avait qu'une zone de compète. Et maintenant, on a développé à partir de, je pense que c'est 2014, on a commencé à mettre une deuxième zone. Et petit à petit, on a augmenté. Et cette année, on devrait partir sur 3 zones de compète. Donc, comme tu disais tout à l'heure, une zone à l'intérieur et 2 zones à l'extérieur. Donc ça nous permet de faire passer en fait plus d'athlètes et de faire vivre l'expérience à plus de personnes. Donc c'est ça qui va être intéressant, quoi. Et là en termes de logistique, du coup si je compare, on est quand même très proche, mine de rien, des Games et peut-être même de Wodapalooza, parce que je crois qu'aux Games c'est pareil, tu as Coliseum, tu as le stadium à l'extérieur et le Edge Group Pavillon. Donc au final on est sur ce type d'organisation là. Yes, après la différence qu'il va y avoir peut-être avec eux, c'est qu'ils ont vraiment la compétition qui est dédiée aux élites, ou je veux dire en termes médiatiques, ou même en termes d'espace, et même le matériel utilisé, c'est la majorité pour les élites, ce qui vendent en premier, c'est comme ça le fond de commerce de cette compétition. Mais l'idée là, plutôt au French, ça va être de faire en sorte que chaque catégorie passe finalement par toutes les 3 zones, en fait, vive finalement l'entraînement. C'est pas 100% sûr que chaque catégorie fasse tous les entraînements tous les jours, dans le sens où la dernière fois qu'on a organisé les French, les élites en général, ils avaient un entraînement de plus, parce qu'un élite est censé être un athlète un petit peu plus avancé, donc il peut prendre un volume d'entraînement un petit peu plus difficile, donc en général, ils ont un entraînement par jour de plus. Mais l'idée cette année, c'est de partir sur quelque chose où on serait entre 2 et 3 entraînements par jour pour la catégorie élite, et pour les autres catégories, qu'on soit sur 1 à 2 entraînements sur chaque jour, sachant qu'on a 3 jours full
d'entraînement avec nous au French, c'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le lundi, ceux qui sont dans le coin, s'ils veulent venir aider pour ranger un peu, ça fait un 4e jour d'entraînement, quoi. S'il vous plaît, faites en sorte que ce ne soit pas toujours les Anglais. Parce qu'ils sont cool, mais ils sont bourrés à 21h, les salauds, et après, ça ne fait rien. C'est vrai. Donc, ouais. Pardon. Alors, bon, du coup, maintenant, ok, on a passé ça. Donc, il y a toujours autant de chances de se qualifier. Elles sont réelles. C'est une vraie fête. On peut se réunir. Si tu es honneur, il va y avoir des trucs pour toi. Donc, ça aussi, c'est le feu. Maintenant, un autre truc, c'est du coup, très souvent avec les compétitions, ce qui n'est pas clair pour quelqu'un qui veut s'inscrire, c'est qu'en fait, d'une compétition à une autre, élite, ça ne veut pas toujours dire la même chose. Interne non plus. Scaled, encore moins. On entend les débats sur vrai scale, faux scale, je sais pas moi, inter et demi. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais te faire venir, David, parce que toi, je sais que c'est toi qui est derrière tout le processus au niveau de la programmation. Alors la finale c'est une chose, mais aussi des votes de qualif. Donc indépendamment des edge groups, ok, qu'on peut laisser de côté pour un temps, quelqu'un qui entre guillemets qui est entre 18 et 35 ans, du coup ou 19 et 34, comment est-ce qu'il doit raisonner, voilà, vis-à-vis de son inscription? C'est quoi les attentes en individuel pour commencer dans les différentes catégories? Ça marche. J'avais trop parlé tout à l'heure. Du coup, les différentes catégories, bon, si on part du haut du classement, entre guillemets, pour bien différencier par rapport à d'autres compétitions, nous, c'est vraiment au moment où tu t'inscris, tu choisis ta catégorie. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu, OK, est-ce que je me mets dans cette catégorie ou est-ce que je me mets dans l'autre? Donc, pour vous donner un truc très simple, les élites, grosso modo, c'est les personnes ou les athlètes qui sont susceptibles d'éventuellement aller sur des semi-finales. C'est-à-dire des athlètes qui vont être qualifiés après les Open au quart de finale et éventuellement qui ont une capacité ou qui passent très proche d'aller aux semi-finales. En fait, anciennement, les athlètes qui avaient la capacité d'aller aux régionaux. Donc ça, c'est plutôt la catégorie élite. Pour la catégorie RX, c'est toutes les personnes qui arrivent à faire le RX de CrossFit.com ou le RX de leur box quasiment sur un mois d'affilée. Donc à partir du moment où tu arrives à faire CrossFit.com RX tous les jours sur un mois, tu es capable de t'inscrire dans la catégorie RX. Souvent, on se trompe un petit peu, on se dit ouais, RX, ça va être plus dur que la catégorie suivante, mais souvent, il y a moins de personnes qui sont inscrites en RX, donc finalement, la probabilité de t'inscrire en RX, elle est peut-être plus importante que dans la catégorie scale et intermédiaire. De te qualifier. Oui, de te qualifier. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, de t'inscrire. Mais... Ah oui, de t'inscrire, mais tu peux t'inscrire 2 fois si tu veux. Et du coup, dans la catégorie RX, les mouvements, ils sont, si tu fais les RX en open, tu peux pratiquer sans problème les watts de qualification en RX au French. La catégorie intermédiaire, donc là, c'est ce qui compose, on va dire, une bonne partie de nos athlètes dans les box. Donc, c'est les athlètes qui font déjà du crossfit depuis 2-3 ans. Bah, ce n'est pas une finalité, hein, une fin en soi. Peut-être qu'un athlète qui fait du crossfit depuis 6 mois et qui avant faisait déjà du sport à un bon niveau dans un sport, par exemple, comme nous, le rugby, bah, tu as la capacité peut-être de faire les French en intermédiaire sans problème. Donc à partir de là, il faut penser une chose importante, c'est que les athlètes qui vont se qualifier dans la catégorie intermédiaire, scale, RX ou même élite au French et qu'on verra en mois de juin, c'est pas forcément le représentatif de la catégorie, dans le sens où c'est les meilleurs de la catégorie qu'on voit. Donc si par exemple il y a 100 athlètes qui sont inscrits en intermédiaire, ça sera les 20 meilleurs qu'on verra au mois de juin. Donc il faut se rendre compte que si toi ton niveau c'est le niveau où tu es 50e, c'est pas que tu es un faux scale ou un vrai scale ou un medium scale, c'est simplement que ceux qui sont à la finale, c'est les meilleurs. Donc faut pas prendre en compte ce petit débat qui est toujours un débat qui sert pas à grand chose finalement. Ensuite, donc la catégorie intermédiaire, ça va être plutôt des personnes qui vont être capables de faire le RX dans une bonne partie du temps, mais qui sont un peu plus débutants et qui ont moins d'expérience. C'est peut-être des athlètes, comme on en parlait tout à l'heure avec toi, Ellie, qui ont fait des compétitions un petit peu plus mineures en France, par exemple, et qui ont participé à des compétitions. Et ensuite, la catégorie scale, c'est plutôt pour des personnes qui débutent dans le CrossFit. Maintenant, nous, notre standard en termes de scale, on se base au standard qu'on va retrouver aux Open. Donc, les mouvements qu'on va avoir par exemple aux Open. Exemple, quand tu as un WOD où il y avait le Diane, où il y avait les handstand push-up avec les deadlifts à 100 kg, bah, la catégorie scale, il faisait des deadlifts à 60 kg pour les hommes par exemple et 40 pour les femmes, et il faisait des push-up and release. À la place de marcher sur les mains, dans la catégorie scale, bah, il faisait des bear crawl. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des bear crawl au French, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Si vous n'êtes pas sûr dans quelle catégorie entre scale et intermédiaire, regardez les Open des années précédentes, regardez les watts des French des années précédentes et vous allez vous rendre compte un petit peu de où est-ce que vous allez vous situer. Mais à la différence pour le scaled, pour ajouter là-dessus, c'est que nous, on a une finale. Donc à l'Open, vous avez juste les qualifs ou juste des événements participatifs dans les box, mais vous allez nulle part après. Vous êtes qualifié dans un classement, super, vous êtes classé. Au French, vous avez la possibilité de vous qualifier dans une finale. Donc,
Il y aura quand même des athlètes qui vont chercher la performance au sein de la catégorie scaled. Et donc la catégorie scaled pour un owner et dans les box, elle doit servir à plusieurs choses. La première, c'est créer un événement participatif dans les box, donc pour que tout le monde puisse y participer, pour qu'on soit tous classés, pour qu'on puisse tous se mesurer, mais également pour donner une opportunité à des athlètes novices en CrossFit, mais pas forcément novices en sport, de performer tout de suite et de trouver du plaisir dans le CrossFit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas à l'Open, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les autres compètes. Nous, on veut pouvoir donner cette opportunité parce qu'on a plein d'athlètes qui arrivent au CrossFit, qui étaient peut-être boxeurs pro, qui ont fait de l'aviron à haut niveau, qui ont fait je ne sais quoi, des sports de combat, de l'athlé, etc. Et qui travaillent, qui ont un boulot, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de sport. Ils arrivent dans une box, ils trouvent énormément de plaisir, ils cherchent un challenge et bien sûr, ils ne sont pas assez bons pour aller en RX, en inter et en élite, parce qu'ils ne maîtrisent pas tous les mouvements. Et donc là, on peut argumenter, est-ce que ce sont vraiment des athlètes scaled? Oui, en termes CrossFit, c'est des gens qui ont peu d'expérience, ils ne maîtrisent pas tous les mouvements. Oui, peut-être ils sont bons sur un 400 mètres ou pour un haltérophile, il est bon en clean, mais ce sont des athlètes scaled en CrossFit. Et donc ces gens-là, il faut leur donner une opportunité et c'est à ça que cette catégorie sert pour la finale. Et ensuite, pour les autres débutants, réels débutants, elle sert également dans les box. Donc un C'est athlète, un bon challenge aussi. ouais, exactement. En qualif, il va peut-être faire des hand release push-up, mais quand il va aller à la finale, on va chercher à le challenger un peu plus. Peut-être que ce jour-là, on va lui donner, on va faire un WOD ou qui va se terminer par du handstand walk. Alors oui, ça va challenger l'athlète scaled, mais c'est le but. C'est d'aller chercher le challenge et de les pousser un petit peu dans leur retranchement. Donc si je fais la synthèse, donc quelqu'un qui veut s'inscrire au French en élite, c'est pas compliqué, c'est niveau semi-final ou approchant. Okay. Si c'est un mec qui se qualifie, qui vise la qualification en RX, je pense qu'un bon benchmark, c'est de se dire que déjà il a sans doute atteint les quarts de finale de l'Open, c'est-à-dire qu'il est dans les 10% meilleur de sa caté et qu'il a sans doute fait des compétitions à l'échelle locale, des interbox, des Srodon qui ont de la gueule un peu en France. Je pense, je sais pas moi, je vais citer Affiliate, peut-être les Battle of the Crown et j'en passe. Désolé si je n'ai pas cité votre compète. L'Inter, lui, c'est plutôt l'alpha de la boxe, qui fait la plupart des WOD en RX. Le guerrier du week-end. Le guerrier du week-end, ça c'est nous ça. Et peut-être que... Celui qui arrive à 19h et qui fait le WOD à 19h, mais il fait un bon temps. Et après, il rentre chez lui faire à manger à ses enfants. Ok. Est-ce qu'il fait des biceps curls après le WOD de 19h? Peut-être. Peut-être. Et ensuite, le scale, c'est quelqu'un simplement qui n'a pas encore tout le répertoire gestuel. Voilà, donc c'est important de ne pas vous tromper de catégorie, et puis il faut que vous compreniez ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de dire qu'on va vous challenger si vous arrivez à la finale. Moi je me rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça les gars, la deuxième fois qu'on a fait Wodapalooza en équipe, où pour le coup on était en inter, en team, et donc c'était décrit comme étant les weekend warriors, les combattants du week-end, donc ce qui correspondait complètement à notre niveau de pratique à l'époque. Et moi je me souviens le seul moment de la compète où j'ai eu un sentiment de déception, c'est quand il y avait de la marche sur les mains et vous vous souvenez, on a été scalé par des lunges avec un plate au-dessus de la tête. Je me suis dit, ah putain, ils ont un truc pour des fucking fragiles. et tu vois, et c'est marrant parce que tu vois, du coup, dans ce que tu dis, c'est le moment où je dis, bah tu vois, c'est là en fait où c'était un mouvement avec un skill qui était important et ils nous ont pas challengé, alors que c'est sans doute là qu'on aurait fait la diff en plus au classement en général, mais je veux dire, c'est le seul moment où j'ai dit putain, en fait, là, je suis frustré. On aurait sûrement gagné. Bien sûr, on serait passé le 17 à premier direct. Ah, 17 je sais rien, je dis voilà, je me rappelle plus. Ce que je me rappelle, c'est que le gros sac de sable sur le coup, ça m'avait coupé la circulation du sang et que j'étais aveugle à la fin du WOD. That's CrossFit, man. Mais ouais, c'est pour ça que souvent on nous demande des critères. On nous demande des critères en termes de chiffres et de données. Et on l'a fait par le passé. Par exemple, vous maîtrisez 50 double under, vous avez 60 kg clean. Et puis, qu'est-ce qui se passe si un athlète, il lui manque deux cases sur les 10? Du coup, ça n'a pas de sens, ces critères. Même en scaled, quels sont les critères pour définir quel est un athlète scaled? C'est trop subjectif. C'est beaucoup trop subjectif, ça dépend de l'athlète. Encore une fois, un athlète spécialisé en athlétisme, qui a peut-être fait des championnats de France en athlète, de je ne sais quoi, peut être un athlète scaled en CrossFit. Et c'est pas pour autant que comme il est bon en course à pied, on va dire que c'est un bon athlète en CrossFit. Donc il faut, c'est là que vous regardez notre site, nos critères sont un peu vaseux, je veux dire ça comme ça, mais ils sont plus basés sur la sensation et les émotions, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif réaliste? Est-ce que vous souhaitez aller aux Games? Est-ce que vous souhaitez performer? Vous savez que vous n'avez pas le niveau des Games. Est-ce que vous souhaitez, parce que vous faites du CrossFit depuis 6 ans, vous amuser un peu et aller en inter? Ou est-ce que vous venez d'arriver dans la boxe, vous avez le niveau, vous n'avez jamais fait de compète et vous voulez juste vous amuser et vous faites du scaled? Donc voilà un petit peu le truc. Et c'est la même chose en équipe. Et donc voilà la raison pour laquelle, pour l'instant, on n'utilise pas de critères établis comme ça. En tout cas, on ne le fait plus.
Et c'est aussi la raison pour laquelle on a 4 catégories différentes, indépendantes, que vous choisissez dès l'inscription. Parce qu'on a des compètes comme Wodapalooza, je ne sais pas s'ils l'ont fait cette année, mais vous vous inscrivez en RX, et donc les 40 premiers RX vont en RX, les 40 d'après vont en ATER, les 40 d'après. Donc vous vous retrouvez à tous faire les mêmes qualifications, et au final, c'est quand même plus des athlètes RX qui se retrouvent en catégorie intermédiaire qu'autre chose. Puisque je suis 21e en RX, je ne suis pas qualifié en RX, je suis dans l'intermédiaire, je suis quand même 21e en RX au qualif. Donc je suis quand même un très bon athlète. On Donc, l'a fait dans le passé, ça, mais c'est pas la meilleure version. ouais, ça des marche choses, pas quoi. très bien. Donc on veut donner l'opportunité à chacun de dire, OK, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, quelle expérience je veux vivre dès les qualifications. D'où cette expérience-là. Et du coup, juste pour être clair aussi, en team, il y a juste un peu moins de catégories. Tu me Il y rappelles a les trois catégories en qui sont- team. Du coup, il y a la catégorie élite, la catégorie RX et la catégorie intermédiaire. Les équipes sont constituées de 2 femmes et de 2 hommes. Ok, est-ce que les votes de qualification sont les mêmes que pour les individuels? Non, les votes de qualification des teams, ils auront lieu au mois de mai, à partir du 1er mai, et ça sera un nombre de WOD qui consistera entre 1 et 10 WOD. C'est la surprise, hein, vous verrez bien. Et il faudra faire les WOD. C'est une chose que vous pouvez faire avec n'importe quelle personne sur la planète. Vous pouvez être inscrit avec une personne qui est en Australie et vous pouvez faire les WOD de qualif. Il n'y a pas besoin d'être en synchro avec un partenaire, etc. Il y aura une petite jauge, un petit peu de stratégie. C'est plutôt là-dessus qu'on va jouer pour permettre aux personnes qui géographiquement sont loin les uns des autres de faire la qualification. Donc c'est faisable de faire par exemple scale et de s'amuser par exemple en inscription en individuel et ensuite de se dire ok vas-y je vais aller me challenger un petit peu et je vais faire équipe avec Ellie et puis les 2 filles influenceuses. Tu te souviens? Je me rappelle un peu. C'était une petite private joke. Et l'idée, c'est de le faire ensuite au mois de mai, et ça, si on s'amuse bien. Et c'est quand même le seul sport et la seule activité où, quand tu fais des qualifications, tu les fais en forme de compétition. Donc, c'est déjà une compétition en soi. C'est pas parce que tu t'inscris dans une compétition que tu vas automatiquement aller à la finale. C'est le seul sport où tu peux le faire sans te déplacer. Tu viens, tu le fais dans ta box avec des repères que tu as, avec des coachs qui ont l'habitude de te juger et tu peux mettre ta playlist si tu as envie. C'est vraiment sympa si tu as besoin de mettre de la magnésie toutes les 30 secondes, tu peux en mettre parce que c'est vraiment ça le but d'un WOD de qualif, c'est vraiment d'estimer la meilleure perf à un moment précis. Maintenant, si les personnes elles ont envie de faire plusieurs fois le WOD, elles peuvent le faire plusieurs fois. Mais le but en tout cas, c'est de se donner, ok, j'ai comme objectif d'arriver à être le meilleur sur ce WOD-là à ce moment-là. Quand Et même c'est le principe de base. C'est ça qui est intéressant de aussi. ce que tu m'as montré là, comme 10 votes dans 36 heures. Alors, il faut clarifier parce que c'est une expérience qui est vachement cool. On a beaucoup aimé ce format. Encore une fois, on s'est inspiré de d'autres événements qui ont fait ça avant nous. On l'a pas créé. Il faut rendre la monnaie de sa pièce à Wodapalooza qui a été vachement bon là-dessus. Et c'est une expérience qui est très très cool. C'est une semaine où vous avez comme dit David, bon, c'est pas entre 1 et 10, c'est plus entre 6 et 10. 10 épreuves, 10 scores à se partager entre vos équipes. Et donc, il y a des votes que vous allez tous faire, il y a des votes que vous allez pouvoir partager. Mettons, peut-être David va faire l'épreuve 2, je vais faire la 3, il va faire la 4, en fonction de nos forces et de nos faiblesses. Et c'est là que rentre en jeu l'aspect coéquipier et stratégie. Et cette semaine, vous allez vivre vraiment une expérience parce que peut-être que lui, il va faire une perf sur ce WOD-là alors que je ne pensais pas la faire. Du coup, on va inverser. Du coup, moi, je vais prendre tel WOD. Et puis, peut-être que vous allez réellement trouver du plaisir à faire ça. Et en soi, la semaine en elle-même est déjà une expérience assez cool pour simplement s'inscrire et passer un bon moment. Et on ne dit pas ça pour avoir plus d'inscrits. Nous, on l'a fait plusieurs fois avec Wodapalooza et on participe toujours à celle du French comme ça pour tester. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment sur une semaine où on se challenge en équipe. Et donc, je vous recommande de le faire. Si vous n'avez pas essayé les qualifs en équipe, faites-le parce que franchement, c'est un bon moment. Et pour continuer sur ça, David il a un peu répondu à mon interrogation. Voilà. Mais pareil, un mec qui va tenter les qualifs dans une KT en indiv, ça passe pas. Voilà. Est-ce qu'il est nécessairement, s'il était inter en indiv, est-ce qu'il est nécessairement inter en équipe? Ou est-ce qu'il peut se challenger à tenter une autre KT? Est-ce que le niveau, d'après votre expérience d'année après année, est-ce que le niveau il est différent chez les élites et les inter? Enfin, vous en pensez quoi? C'est grosso modo à peu près la même ligne en termes de niveau. Simplement, la catégorie intermédiaire en qualif sera un petit peu plus accessible que peut-être le niveau intermédiaire en individuel, dans le sens où il n'y a pas de catégorie scale en équipe, mais on veut que le plus de gens possible aient la possibilité de s'amuser et prendre part à ce moment de fête, entre guillemets,
Donc, les votes de qualification seront scalés dans une mesure où, au moins sur les 4 personnes, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui peut faire le vote. Autre question, c'est peut-être, là je vais poser la question qui va casser les couilles même à moi. Est-ce que quand les votes de qualif des teams vont démarrer, est-ce que le résultat des votes des indifs seront d'ores et déjà connus? Oui, ils seront d'ores et déjà connus et on laisse toujours quelques jours en tout cas entre les qualifications individuelles et les qualifications équipes exprès. Donc je crois que les qualifications en indiv vont finir le 28 et les qualifications en équipe commenceront le 1er mai, donc quelques jours après. Donc c'est cool, c'est-à-dire en gros je tente en indiv, j'ai pas de bol, ça passe pas, du coup je peux retenter en équipe. Alors souvent, je sais pas si vous remarquez, mais c'est souvent l'inverse, les athlètes sont obligés de s'inscrire dans les deux KT en même temps, après ils découvrent qu'ils sont qualifiés en équipe, puis finalement ils sont repêchés en individuel, du coup ils cassent l'équipe elle est emmerdée, etc. Ou ça te met dans des cas de conscience. Ouais. Donc là du coup on n'est pas dans un truc comme ça, a priori. Là, on décale un petit peu, comme ça donne l'opportunité à ceux, comme tu dis, qui se qualifient pas ou même qui ont envie de tenter en équipe, de tenter et de voir ce qui se passe. Et puis après, ils choisiront dans quelle équipe ils ont envie d'aller. Et voilà en tout cas, le format qu'on apprécie faire aujourd'hui. Bon, c'est cool. Je pense que tout ça, ça répond vraiment aux questions de base hein, du mec qui a envie de se casser la bouche. Il y a deux sujets sur lesquels je voulais qu'on revienne. C'est depuis qu'on a lancé la communication autour du French, on a pas mal bossé, puis on a reçu aussi parfois des retours de la communauté au cas où c'est pas clair, que vous compreniez, au-delà de faire une compétition, un événement sportif, nous c'est surtout quelque chose pour la communauté CrossFit, avant tout française, il faut bien le dire, et européenne à un second degré, qu'on crée l'événement. Je pense que ça a toujours été le moteur depuis le jour 1. Et donc, du coup, il y a certains ajustements qui ont été faits, notamment pour le coup dans les catégories d'âge. Il y a une catégorie qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas auparavant. C'est laquelle, Ouais. Dave? Du coup, si je peux raconter ma petite histoire. Du coup, les catégories d'âge, ça part de 35 ans et ça se termine jusqu'à la mort. La mort. Du coup, Pas sur le dance floor, les gars. la première catégorie d'âge, du coup, c'est 35-39. Ensuite, on a 40-44. Ensuite, on a 45-49. Et ensuite, 50-55. Et ensuite, on a les plus, pardon, 54, excusez-moi, et 55 plus. L'idée, si je suis un athlète et j'ai 37 ans, comme quelqu'un qui est assis pas loin de moi, si j'ai un niveau RX, je m'inscris dans la catégorie de ma catégorie d'âge. C'est mieux. Pourquoi? Parce que finalement, l'idée, ça va être de chercher à se comparer et à travailler par rapport à la catégorie d'âge dans laquelle on est. Je prends l'exemple de Christophe Bénard, il y a quelques années, qui est un très bon athlète, qui est dans la catégorie donc 35-39. Il avait la capacité de s'inscrire et de réussir à travailler en élite, peut-être éventuellement de faire un top 5, voire un podium. Et il a préféré se qualifier donc dans la catégorie 35-39 et il a gagné cette catégorie-là. Et la finalité, c'est que c'était la même année où il est allé au CrossFit Games dans la même catégorie. Nous, notre but, c'est pas de réinventer la roue. Depuis tout à l'heure, on vous explique qu'on donne à César ce qui revient à César. Et c'est le même principe un petit peu dans la manière dont on va concevoir les entraînements, dans la manière dont on va concevoir les catégories, les scaling, la manière dont on va adapter. On fera en sorte à chaque fois d'adapter par rapport à ce qui se fait de mieux sur la planète et de simplement s'aligner par rapport à ça. Donc si éventuellement vous êtes un athlète qui souhaite par exemple en 55+, donc dans la nouvelle catégorie qu'on a ajoutée cette année, faire les games en 55+, inscrivez-vous au French en 55+, même si vous êtes éligible à vous qualifier en élite, simplement parce que ça vous permettra de vous préparer au mieux par rapport au scaling et par rapport à ce qui va se passer éventuellement si vous vous qualifiez aux États-Unis au mois d'août, quoi. Et c'est un petit peu le principe de base. Donc on rend à Castar ce qui est à Castar. C'est exactement ça. Okay. Et pour rassurer les masters, on les entend, on sait qu'on veut de plus en plus de catégories d'âge. Logistiquement, les choses ne sont pas forcément toujours évidentes. Là, on tente la 55+. L'idée, c'est bien entendu d'en rajouter, donc d'avoir 50, 55, 59, 60 plus après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pareil pour les adaptives, pareil pour les teens. Donc il y a plein de choses qui rentrent en jeu, c'est les bénévoles, le staff, grandir petit à petit, construire la communauté de chaque catégorie pour qu'on puisse avoir une compétition saine et que nous, en termes d'organisateurs, on puisse vivre une expérience qui soit convenable et que tout le monde soit content. En plus, c'est pas un nouveau débat. Enfin, je veux dire, deuxième édition des French, première édition à l'INSEP. Moi, je me rappelle, tu avais une catégorie master. Je crois qu'à l'époque, ça allait pas 35 au-delà de. Non, je crois 50 et plus ou un truc comme Non, ça. 35, on n'était pas créé à Je crois l'époque. qu'on était à 45 plus. 45 plus, et rappelez-vous à l'époque, moi je me rappelle qu'il y avait deux rhinocéros dans le tas. Il y en avait un que les gens qui écoutent ce podcast ne connaîtront sans doute pas. C'était le père de Richard Van Merbeek, qui approchait déjà la cinquantaine bien tapé à cette époque-là, et franchement, c'était un lion.
Et il y avait un autre petit bonhomme qui lui aussi avait déjà à l'époque plus de 50 ans, qui s'appelait Christian Galli. Ok, ça l'a pas empêché de progresser, ça l'avait pas empêché de passer un super moment. Donc voilà, Et de faire un podium au game si plus vous tard, êtes quoi. fit, vous pourrez vous faire plaisir. Mais bon, néanmoins, l'autre sujet qui est aussi un sujet important et qui nous tient à cœur, c'est important de le rappeler, c'est la question des athlètes adaptifs. Ok, on communique peu dessus parce que avec toutes les soucis logistiques qu'il y a à prendre en compte, on a toujours dit, on le répète, quitte à faire quelque chose, on veut essayer de le faire bien. On a la chance d'avoir quand même initié le mouvement pour pour la reconnaissance et la popularisation de cette catégorie et de ces athlètes. On a eu de la chance d'avoir plein de gens qui ont pris le relais et franchement, moi je les remercie. Je pense Compex l'a fait pendant un temps, les Marseille se redonnent l'ont refait encore cette année. John qui s'occupe de la prog, a vraiment essayé de faire quelque chose au mieux. Donc voilà, le but c'est de continuer nous aussi à avancer. Mais c'est pas parce que il y a des choses qui vont dans une direction qu'on va forcément chercher à, à casser notre rythme et à changer notre vitesse. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vraiment un vrai sujet pour nous et que je crois qu'on est en train de trouver la meilleure formule et surtout une formule qui va permettre de faire plaisir et de mettre en avant les gens pour lesquels nous, on se bat au quotidien dans l'organisation, c'est-à-dire vraiment la communauté adaptive avant tout française. Ouais, l'idée, ce sera de créer une expérience pour les Français, la communauté adaptive française. On est encore en train de réfléchir au format, on va finaliser ça et puis on annoncera ça quand on aura quelque chose de ficelé. En tout cas, ce serait une vraie compète. Ça sera une évolution sur ce qu'on a fait les années précédentes, qui était juste un WOD comme ça, dans un format un peu plus compétition, pour ensuite, dans le futur, avoir des réelles qualifications avec plus de catégories, etc. Donc, n'attendez pas à ce qu'on annonce 15 catégories adaptives avec des qualifs, etc. On ne fera jamais comme ça, mais on va y aller petit à petit, en essayant d'établir quelque chose de solide et en faisant intervenir des experts de ces domaines-là pour nous aider à le faire, parce qu'il faut avoir les bonnes personnes pour le faire, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, donc on va construire ça comme ça. Mais en tout cas, ouais, continuez à vous entraîner parce que si jamais vous arrivez à vous pointer du coup à la finale en juin prochain, soyez sûr que ce que vous aurez sur la table, ça va vous challenger. Yes. Ça, On c'est a autre sûr. chose? Moi, j'ai plus rien. Mais je crois qu'on est pas mal. Je pense que juste ce qu'on pourrait faire, c'est pour inciter les gens à aller après avoir écouté le podcast sur Spotify et le voir sur YouTube, c'est peut-être montrer nos chaussettes. C'est quoi, c'est Northern Spirit? Non, malheureusement c'est pas Northern Spirit, Ah, c'est dommage. mais j'attends, je suis en pourparlers pour récupérer des chaussettes. En tout cas, voilà, je vais quand même aller boire une Fitaid. Si ça ne te fait rien pour me désaltérer, ça Ouais, va on dans le peut sèche. remercier les partenaires parce que mine de rien, ce genre d'événement ne peut pas arriver sans ça. C'est pas les événements qui sont les choses les plus profitables de la Terre et c'est pas pour ça qu'on les fait. Et grâce à l'écosystème actuel en CrossFit, on peut subvenir et pouvoir créer des expériences assez cool. Je pense à Rogue qui nous a toujours soutenus, GoWod bien sûr et Thibaut et leur équipe qu'on soutient également. D'ailleurs, si vous faites du golf, allez jeter un œil à leur page. Ils ont quelque chose de sympa qui arrive. Fitaid avec François Filippino, le vendeur de Fitaid, qui sera toujours là pour mettre des canettes dans vos frigos, qu'on apprécie beaucoup. Et qu'est-ce que j'oublie bien sûr? Northern Spirit, qui est notre partenaire principal pour l'équipementier cette année, qui est aujourd'hui avec une équipe française qui gère l'entreprise. On remercie Malek, l'équipe qui bosse avec lui, Tom, etc. Et qui va faire une expérience de fou pour les bénévoles et les athlètes. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de s'associer avec eux cette année. Et NutriPure, qu'on n'a pas encore annoncé, mais qui sera un des partenaires des French cette année et qui sera content peut-être d'être en vente dans vos box, je suppose. Donc on les salue et on les remercie. Et si vous voulez vous inscrire au French, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Ellie. Non, je Si rigole. vous voulez Et- contacter. mais si vous voulez vous inscrire, rendez-vous sur le site du French et c'est assez simple. J'ai une dernière question. Les annonces pour les bénévoles, parce que ça aussi, je reçois beaucoup de Ouais. messages, ça tombe quand? Je pense que fin février, début mars, on aura les candidatures et on triera ça pour mi-mars et on créera les groupes. Donc on recherche 300 bénévoles dans 4 ou 5 équipes différentes. Et voilà. Eh ben, on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Thank you so much, man. Les gars, merci. Franchement, ça m'a fait archi plaisir. C'est peut-être le setup le plus cheap que j'ai jamais utilisé jusqu'à présent, mais on a quand même bien rigolé. À nouveau, si vous avez des questions par rapport à ces KT, vous n'hésitez pas. Vous avez un onglet commentaires. Vous pouvez nous retrouver sur nos comptes Instagram respectifs, celui du French Redon, le Shaker Show. Allez sur celui de Julian Festor, il adore ça. Et voilà, balancez vos questions en commentaire sur la chaîne YouTube. Et comme ça, vous êtes tranquille. Allez, à tout bientôt. Salut! Ciao tutti. Tutti frutti.